ou bonsoir, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas publié encore, hein. Il y a eu un grand espace entre la dernière vidéo et celle-ci. Alors j'en suis désolé, hein, j'aimerais pouvoir vous en faire un peu plus régulièrement, mais malheureusement j'ai des emplois du temps et qui font que je suis pas tout le temps dispo. Et de plus, comme j'essaye d'être, comme je vous l'ai déjà dit, le plus serein possible lorsque j'enregistre ces vidéos, de façon à pouvoir transmettre un peu de calme, un peu de sérénité. Bon bah les turpitudes de nos existences font que par moments on est énervé, on est stressé, et je veux pas m'asseoir en étant énervé parce que je pense que ça va fonctionner beaucoup moins. Et puis comme j'enregistre, vraiment j'essaie d'avoir un meilleur son et le plus de silence possible, donc ça me demande des conditions optimum. Et les conditions ne sont pas tout le temps réunies parce que je suis pas dans un endroit très calme en termes de bruit environnant sur toute la journée. Voilà, donc désolé, c'est pas que j'ai plus envie d'en faire, bien au contraire, hein. Vos messages m'encouragent vraiment à continuer. D'ailleurs, j'aimerais, en parlant de vos messages, vous adresser un grand merci. Parce que ma chaîne commence à prendre une ampleur qui me dépasse un petit peu. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à plus de 48 000 vues sur l'ensemble des vidéos. J'en ai une même qui a passé les 8 000 vues à être toute seule. Alors c'est impressionnant. On arrive tranquillement sur les 500 abonnés. Là, je suis complètement dépassé par le truc. J'ai envie de dire waouh. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Waouh. Donc un grand merci à tous pour votre confiance. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de savoir que mon travail vous touche et vous permet de vous relaxer. J'ai plusieurs messages de gens qui me disent que leurs vidéos, que mes vidéos, pardon, les aident à s'endormir alors qu'ils ont du mal à trouver le sommeil. Donc ça c'est vraiment une récompense. J'ai reçu des messages privés aussi de gens qui me parlent et ça me fait chaud au cœur. J'ai pas encore répondu à tous les messages, là j'ai un peu de retard, mais ça va le faire. Je sais que j'ai un message sur une des vidéos de Lovely ASMR qui répondait à un de mes commentaires qui me disait qu'une de mes vidéos avait calmé une crise d'angoisse de sa petite sœur. Donc là vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que c'est vraiment pour ça que je fais ça, pour apporter du bien-être à vous tous et savoir que ça fonctionne, c'est vraiment une récompense magique. Donc n'hésitez pas vraiment à me donner vos retours sur les vidéos, à me mettre des messages, que ce soit en public ou en privé, parce que ça me fait un bien fou de savoir que je fais ça pour vous, que ça fonctionne pour vous, d'avoir vos commentaires, vos idées. Et c'est vraiment mon moteur en fait, hein, quelque part, hein, pour avancer là-dedans. Alors je fais ce que je peux pour vous répondre, hein, à chaque message privé. Bon après j'ai pas le temps de répondre des fois rapidement, mais j'essaye vraiment de chaque message public aussi, j'essaye vraiment de vous mettre un commentaire. Alors parfois, bon, je trouve pas forcément, peut-être je suis pas original dans les réponses, je m'en excuse, hein, j'essaye de... Bon, c'est merci en général parce que je le pense et puis des fois j'arrive pas à rebondir tout simplement. Mais sachez que ça me va droit au cœur. Voilà. Alors donc pour cette nouvelle vidéo, bon, je vous avais dit sur la prochaine que là on allait sortir un petit peu des années 80, hein. On va changer un petit peu, alors on va rester un peu dans l'univers de l'enfance, puisque je vais vous faire découvrir un livre auquel je tiens beaucoup, vraiment, puisqu'il s'agit d'une traduction française de contes russes. Les contes de Russie, avec les illustrations de, alors là attention, Ivan Yakovlevitch Bilibin, traduit en français par Cécile Thérouane. Alors c'est un livre auquel je tiens beaucoup,
parce qu'il m'a été offert par une amie russe qui avait donc passé toute son enfance à Moscou, avant, vers 16 ou 18 ans, je ne sais plus très bien, de passer à l'Est en fait, juste avant l'effondrement du bloc communiste, quelques années auparavant. Alors bien sûr, pour les plus jeunes, ça paraît un peu bizarre de vous parler de ça, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui essayaient de s'enfuir hein, de l'Union soviétique parce qu'ils étaient persécutés et eux avaient des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir, mais qui faisaient qu'ils étaient persécutés. Et elle avait vécu à New York après, cette amie. Et elle s'était rendue compte vraiment de sa slavité, à quel point elle était russe en fait, qu'une fois qu'elle avait vécu à New York, et elle avait atterri à Paris par des aventures de la vie, elle était venue étudier. Et en fait, elle m'avait offert ce livre pour me faire découvrir, parce que j'avais posé beaucoup de questions sur la Russie en fait, sur Moscou à l'époque, sur qu'est-ce que c'était que la Russie du bloc communiste quoi, parce qu'on n'avait pas d'informations, on avait concrètement les Russes de cette époque, c'était les méchants, point. Les gentils étaient les Américains. Dans toutes les séries télé des années 80 que j'ai pu ingurgiter, le Russe était le méchant, je parle même pas des James Bond, des films de guerre, enfin voilà quoi. Gentil américain, méchant russe. Les choses sont jamais aussi simples dans le monde, on l'apprend plus tard quand on est un peu plus grand. Et elle avait été assez touchée que je lui parle de cette expérience, parce que comme elle avait habité à New York, les gens lui posaient beaucoup de questions sur les USA, essentiellement sur New York, et elle m'avait dit tu es le premier qui me pose des questions sur Moscou, sur la Russie. Ça lui avait fait énormément plaisir. Et voilà, et bon, on a eu plein d'autres aventures amicales et artistiques ensemble. Et puis un jour, elle a voulu m'offrir ce livre, comme je m'étais intéressé à sa culture, qui était la traduction exacte avec comment on appelle ça, les illustrations d'un livre qu'elle avait étant petite fille et que ses parents lui disaient. Voilà, donc j'ai pensé que ça pouvait être sympathique pour faire une petite lecture, puisque quand j'avais fait la vidéo du Petit Prince, la vidéo sur l'aéropostale, et que j'avais fait la lecture du Petit Prince, on m'avait demandé de lire le Petit Prince. Alors je ne me suis pas lancé là-dedans, j'ai fait un essai, mais c'est très très long, et je voudrais pas en fait vous planter entre guillemets et pas finir le livre. Donc pour les lectures, je vais prendre des choses un petit peu plus courtes. Voilà, donc parce que le Petit Prince c'est vraiment un sacré morceau quand même. Ou alors j'essaierai sans vous le dire. Et si un jour vous voyez une vidéo d'une première lecture du Petit Prince, vous saurez que je les ai toutes en stock. Voilà. Et je vais faire aussi un petit peu, on m'a demandé de page turning, c'est-à-dire de tourner doucement les pages en caressant le papier comme ceci. Donc voilà. Alors comme vous voyez, c'est un beau livre, c'était aux éditions Actes Sud Junior. Alors que ça peut s'adresser à tout le monde. Donc c'est sur un beau papier avec un beau grammage et un léger motif. Il n'est pas à 100% lisse et il est couleur champagne. Je sais pas si ça rend bien à la vidéo, mais il est couleur champagne. Alors je sais pas combien je vais vous en lire, hein. On va voir comment ça part, parce que si ma diction s'effrite au fur et à mesure de la lecture, on va laisser tomber, hein. Le but c'est de faire une vidéo propre, pas que je me prenne dans chaque syllabe, ça sera pas agréable pour vous. Donc on a d'abord une présentation des contes, donc pour nous expliquer un petit peu de quelle région de Russie, dans quelle version ils existent. Donc
Donc je vais pas vous faire cette petite présentation parce qu'on va garder la surprise, ça sera plus sympathique. Alors on va essayer d'orienter un peu la lumière. Donc le premier conte s'appelle Finiste, fier faucon. Vous voyez, les illustrations sont vraiment superbes. Il était une fois un paysan qui avait 3 filles. Quand sa femme mourut, il resta seul avec ses 3 enfants. Il avait bien besoin de quelqu'un pour l'aider. Heureusement, Mariouchka, la plus jeune de ses filles, le rassura. « Ne te fais pas de soucis, petit père. Désormais, c'est moi qui m'occuperai de tout à la maison. » Et il en fut ainsi. Mariouchka savait tout faire, s'y entendait en chaque chose. Son père l'aimait beaucoup. Il était content d'avoir une fille si intelligente et si travailleuse. En outre, Mariouchka était une vraie beauté, à l'inverse de ses sœurs. L'aînée était envieuse et cupide. Loin d'être jolie, elles n'en passaient pas moins leur journée à se poudrer, se farder, mettre des habits neufs et à se demander si tel vêtement leur allait vraiment, si ces souliers étaient jolis et si ce châle convenait. Un jour, le père, qui devait se rendre au marché, demanda à ses filles : « Quel cadeau voulez-vous que je vous rapporte, mes petites filles ?» L'aînée et la cadette répondirent : « Achète-nous chacune un foulard avec de grosses fleurs brodées en fil doré. » Mariouchka se taisait. Le père l'interrogea : « Et toi, ma chérie, que faut-il te rapporter ?»« Père, rapporte-moi une petite plume de Finiste, fier faucon. » Voilà donc la belle illustration. On voit le père sur sa charrette, prêt à partir pour le marché. Le père revint avec les foulards, mais sans la petite plume. Une autre fois, le père retourna au marché et demanda de nouveau à ses 3 filles ce qu'elles désiraient. « Achète-nous chacune une paire de bottines avec des boucles à chanter, » répondirent les sœurs aînées, toutes joyeuses. Marouchka se contenta de demander une nouvelle fois : « Père, rapporte-moi une petite plume de Finiste, fier faucon. » Le père chercha toute la journée. Il acheta les bottines, mais revint sans avoir trouvé la petite plume. Quand, pour la 3e fois, le père se rendit au marché, l'aîné et la cadette lui dirent : « Achète-nous chacune une robe. » Mariouchka demanda une nouvelle fois : « Père, rapporte-moi une petite plume de Finiste, fier faucon. » Le père chercha toute la journée, mais ne trouva pas la petite plume. Il avait déjà quitté la ville quand il croisa sur sa route un vieillard. « Salut, grand-père. »« Bonjour, mon brave. Où vas-tu ?»« Je rentre chez moi, grand-père, au village. Mais j'ai un souci. Ma plus jeune fille m'a demandé de lui rapporter du marché une plume de Finiste, fier faucon, et je ne l'ai pas trouvée. J'ai la plume que tu cherches. J'y tiens beaucoup. Mais si c'est pour ta gentille Mariouchka, je veux bien te la donner. » Le vieillard sortit la plume et la lui tendit. Elle avait un aspect très commun, et le paysan pensait en rentrant chez lui : « Qu'est-ce que Mariouchka peut bien trouver de beau à cette plume-là ?» Le père offrit leur cadeau à ses 3 filles. L'aînée et la cadette mirent leurs belles robes et se moquèrent de Mariouchka. « Tu as été bien bête, tant pis pour toi. Mets donc ta plumette dans tes cheveux maintenant, et va faire la belle. » Mais Mariouchka se taisait, et quand tout le monde fut parti se coucher, elle lança la petite plume par terre et murmura : « Gentil Finiste, fier faucon, montre-toi à moi, mon fiancé tant attendu. » Et un jeune homme apparut devant elle. Il était d'une beauté telle que tous les mots d'un livre ne pourraient la décrire, ni un tableau la dépeindre. Au matin, il frappa le sol du pied et se transforma en faucon. Mariouchka ouvrit la fenêtre et il s'envola vers le ciel encore sombre. 3 fois, à la nuit tombée, Mariouchka vit venir à elle le beau jeune homme. 3 fois, au lever du jour, il s'envola sous la forme d'un faucon dans les airs bleutés. Le 4e jour, les méchantes sœurs remarquèrent un oiseau qui s'envolait de la chambre de Mariouchka. Jalouses du secret de leur sœur, elles coururent se plaindre à leur père.
de vous chamailler ainsi. Entendu, pensèrent les sœurs, nous verrons bien. Mais en attendant, on ne peut pas laisser un dangereux faucon entrer et sortir comme ça de chez nous. Elles disposèrent des couteaux pointus tout autour de la fenêtre et se cachèrent pour regarder. Le soir, le fier faucon tournoya dans le ciel et piqua droit vers la chambre de Mariouchka. Il se cogna et se cogna encore contre la fenêtre. Toute sa poitrine était déchirée par les lames des couteaux pointus. Mais Mariouchka dormait et ne l'entendait pas. C'est alors que le faucon dit « Qui a besoin de moi saura me trouver. Mais ce ne sera pas facile. Tu me retrouveras quand tu auras usé 3 paires de sabots, brisé 3 bâtons et déchiré 3 bonnets, tous durs comme fer. » Entendant cela, Mariouchka bondit de son lit, mais trop tard. Le faucon avait déjà disparu, et il ne restait plus que des traces de sang à la fenêtre. Mariouchka pleura des larmes amères qui effacèrent la traînée de sang, et devint plus belle encore. Elle alla voir son père et lui dit « Ne te fâche pas contre moi, petit père. Laisse-moi partir pour un lointain voyage. Si je reste en vie, nous nous reverrons. Si je meurs, c'est qu'il devait en être ainsi. » Le père eut bien du chagrin de laisser partir sa fille bien-aimée, mais il ne la retint pas. Mariouchka se fit faire 3 paires de sabots, 3 bâtons et 3 bonnets, tous durs comme fer, et entama sa longue route à la recherche de son bien-aimé, Finiste, fier faucon. Elle traversa des champs obscurs, des forêts, des hautes montagnes. Les oiseaux lui chantaient des chansons gaies, les ruisseaux lavaient son visage pur, les bois sombres semblaient la protéger. Personne ne faisait de mal à Mariouchka. Les loups-gris, les ours, les renards, tous les animaux, même les plus sauvages, accouraient vers elle. Elle usa ainsi une paire de sabots, brisa un bâton et déchira un bonnet, tous durs comme fer. Soudain, Mariouchka arriva dans une clairière et vit une petite isba montée sur des pattes de poule qui tournaient. Mariouchka dit « Petite isba, arrête-toi tôt à la forêt et face à moi. Je dois rentrer chez toi, manger un peu de pain. » Alors une isba, c'est une maison, je pense que vous l'aurez compris. Et on la voit ici, dans cette illustration. Donc Mariouchka habillée pour la route, la petite maison, l'isba et les pattes. On voit une patte ici. J'espère que vous la voyez bien. La petite isba s'arrêta dos à la forêt et face à Mariouchka. Celle-ci entra et vit à l'intérieur une affreuse Baba Yaga. Alors la Baba Yaga, c'est un des personnages majeurs du folklore russe. C'est une vieille femme très laide qui peut être aussi bien une sorcière méchante qu'une magicienne bienveillante. Elle vit donc une affreuse Baba Yaga, jambe de bois, avec des pieds si grands qu'ils sortaient par les fenêtres, une bouche sans dents et un nez qui avait poussé jusqu'au plafond. Quand la Baba Yaga vit Mariouchka, elle se mit à grogner. « Pouah, pouah, ça sent la chair fraîche. Jolie jeune fille, qu'est-ce qui t'amène ou ne t'amène pas ici? Grand-mère, je cherche Finiste, fier faucon. » À ces mots, la Baba Yaga changea de ton. « Eh ma belle, tu vas le chercher longtemps, ton fier faucon est au bout de la terre, dans le royaume de la fin du monde. » La tsarine magicienne lui a fait boire un filtre et l'a épousé. Mais je vais t'aider. Je te donne ce petit plat d'argent et cet œuf d'or. Quand tu arriveras au bout de la terre, fais-toi employer comme servante auprès de la tsarine. Une fois ton travail terminé, prends le petit plat, pose l'œuf d'or dessus. Il se mettra à rouler tout seul. Si on veut te l'acheter, ne le vends surtout pas. Demande seulement à voir Finiste. Mariouchka remercia la Baba Yaga et partit dans la forêt. Il y faisait noir, comme dans un four, et la pauvre enfant avait si peur qu'elle n'osait plus poser un pied devant l'autre. Soudain, un chat bondit vers elle en ronronnant. « N'aie pas peur, Mariouchka, continue d'avancer. Cela va être de plus en plus effrayant, mais avance toujours, sans te retourner. » Alors, Mariouchka continua d'avancer dans la forêt de plus en plus sombre et inquiétante, usant ainsi une autre paire de sabots, brisant un autre bâton, déchirant un autre bonnet, tous durs comme fer. Elle arriva enfin
devant une petite isba montée sur des pattes de poule. La maisonnette était entourée d'une palissade surmontée de crânes dans lesquels crépitait un feu. Mariouchka dit: Petite Isba, arrête-toi, à la forêt et face à moi. Je dois rentrer chez toi, manger un peu de pain. La petite Isba s'arrêta dos à la forêt et face à Mariouchka. Cette dernière entra et vit à l'intérieur une affreuse baba-yaga jambe de bois, avec des pieds si grands qu'ils sortaient par les fenêtres, une bouche sans dents et un nez qui avait poussé jusqu'au plafond. Quand la baba-yaga vit Mariouchka, elle se mit à grogner. Pouah, ça sent la chair fraîche. Jolie jeune fille, qu'est-ce qui t'amène ou ne t'amène pas ici? Grand-mère, je cherche Finiste, fier faucon. As-tu été chez la baba-yaga, ma sœur? Oui, grand-mère. Bien, ma belle. Dans ce cas, je vais t'aider. Prends ce petit métier à broder en argent et cette aiguille d'or. L'aiguille brodera elle-même le velours pourpre de fil d'or et d'argent. Si on veut te l'acheter, ne la vends surtout pas. Demande seulement à voir Finiste. Mariouchka remercia la baba-yaga et reprit son chemin à travers la forêt. Cela claquait, grondait, sifflait de tous côtés et des têtes de mort illuminaient les bois. Mariouchka avait grand peur quand soudain un chien accourut vers elle. Ouah, n'aie pas peur, Mariouchka. Va, ma mignonne, va. Cela va être de plus en plus effrayant, mais avance toujours sans te retourner. À ces mots, le chien s'en fut. Et Mariouchka continua d'avancer. Ses pieds butaient, ses manches s'accrochaient aux branchages. Mais Mariouchka avançait, sans se retourner, usant ainsi la troisième paire de sabots, brisant le troisième bâton et déchirant le troisième bonnet, tous durs comme fer. Enfin, elle arriva dans une clairière où se trouvait une petite isba montée sur des pattes de poule, entourée d'une palissade sur laquelle brûlaient des crânes de chevaux enflammés. Mariouchka dit: Petite Isba, arrête-toi dos à la forêt et face à moi. Je dois rentrer chez toi, manger un peu de pain. La petite Isba se tourna dos à la forêt et face à Mariouchka. Elle entra et vit à l'intérieur une affreuse baba-yaga avec des pieds si grands qu'ils sortaient par les fenêtres, une bouche sans dents et un nez qui avait poussé jusqu'au plafond. Quand la baba-yaga vit Mariouchka, elle se mit à grogner. Pouah, ça sent la chair fraîche. Jolie jeune fille, qu'est-ce qui t'amène ou ne t'amène pas ici? Grand-mère, je cherche Finiste, fier faucon. Il te sera difficile de le trouver, ma belle, mais je vais t'aider. Voici pour toi un petit tabouret d'argent et une quenouille d'or. Prends-la dans tes mains, elle filera toute seule, et pas un fil ordinaire, mais un fil d'or. Merci à toi, grand-mère. C'est bon, tu me remercieras plus tard. À présent, écoute mes conseils. Si l'on veut acheter ta quenouille d'or, ne la vends surtout pas. Demande seulement à voir Finiste. Mariouchka remercia encore la baba-yaga et partit, tandis que la forêt se mettait à mugir, à gémir et à retentir de grands bruits. Un sifflement s'éleva, les chouettes se mirent à tournoyer dans le ciel, les souris sortirent de leurs trous et se ruèrent toutes vers Mariouchka. Soudain, un loup gris surgit à sa rencontre. « Ne sois pas triste, dit-il. Assieds-toi sur moi et ne te retourne surtout pas. » Mariouchka prit place sur le loup gris et puis elle s'envola. Devant elle défilèrent de vastes steppes, des prairies pourpres, des fleuves de bronze, des paysages de cocagne, des montagnes dont le sommet frôlait les nuages. Mariouchka bondissait encore. Soudain apparut un palais de cristal. La tsarine magicienne était là, debout à l'une des fenêtres toutes ciselées et ornées de motifs. À présent, Mariouchka, dit le loup, descends, va proposer tes services comme servante. Mariouchka prit son paluchon, remercia le loup et s'avança vers le palais de cristal. Elle salua la tsarine magicienne et dit: J'ignore comment vous vous nommez et vous honorez, mais n'auriez-vous pas besoin d'une servante? La tsarine répondit: Je cherche depuis longtemps une servante qui sache filer, tisser et broder. Je sais faire tout cela. Alors entre et mets-toi au travail. Ainsi, Mariouchka devint-elle la servante de la tsarine magicienne. À la nuit tombée, elle prit le petit plat d'argent et l'œuf d'or tout en disant:
Roule, roule, petit œuf d'or, sur ton plateau d'argent, montre-moi mon bien-aimé. L'œuf se mit à rouler sur le petit plat d'argent, et le reflet de Phinis de fier faucon apparut. Mariouchka le regarda et versa de chaudes larmes. « Mon Phinis de fier faucon, pourquoi m'as-tu laissée toute seule si malheureuse à te pleurer ?» La tsarine avait entendu Mariouchka et lui dit « Mariouchka, vends-moi le plateau d'argent et l'œuf d'or. »« Non, Mariouchka, répondit-elle, ils ne sont pas à vendre. Je peux te les donner si tu me permets de voir Phinis de fier faucon. » La tsarine réfléchit longuement. « C'est entendu, dit-elle, qu'il en soit ainsi. Cette nuit, quand il sera endormi, je te le montrerai. » La nuit tomba, et Mariouchka se rendit dans la chambre à coucher de Phinis de fier faucon. Elle vit son tendre ami qui dormait d'un sommeil de plomb. Elle le regarda et le regarda encore, embrassa ses lèvres douces, étreignit sa poitrine, mais il ne se réveillait pas. Déjà le soleil se levait et Mariouchka n'avait pas réussi à réveiller son bien-aimé. Mariouchka travailla tout le jour. Puis, quand vint le soir, elle prit le métier à broder en argent et l'aiguille d'or. Elle se mit à broder tout en murmurant « Brode, aiguille, brode !» Un joli motif pour Phinis de fier faucon, pour qu'il ait de quoi essuyer son beau visage au matin. La tsarine magicienne avait tout entendu et dit « Mariouchka, vends-moi le métier à broder en argent et d'aiguilles d'or. »« Je ne te les vendrai pas, dit Mariouchka, mais je puis te les donner, si seulement tu me permets de voir Phinis de fier faucon. » La tsarine réfléchit longuement. « C'est entendu, dit-elle, qu'il en soit ainsi. Viens cette nuit. » À la nuit noire, Mariouchka entra dans la chambre à coucher de Phinis de fier faucon, qui dormait dans un sommeil de plomb. « Mon Phinis de chéri, fier faucon, réveille-toi, lève-toi. » Phinis de fier faucon dormait toujours ainsi profondément. Mariouchka eut beau essayer de le réveiller. Le jour se leva sans qu'elle soit parvenue à le tirer de son sommeil. Après une journée de travail, Mariouchka prit le petit tabouret d'argent et la quenouille d'or. Aussitôt, la tsarine magicienne s'exclama « Vends-les-moi, vends-les-moi !»« Je ne te les vendrai pas, mais je puis te les donner, si tu me permets seulement de passer une heure avec Phinis de fier faucon. » La tsarine magicienne accepta tout en pensant « De toute façon, elle n'arrivera jamais à le réveiller. » Quand la nuit fut tombée, Mariouchka entra dans la chambre à coucher de Phinis de fier faucon, qui dormait d'un sommeil de blanc. « Mon Phinis chéri, fier faucon, réveille-toi, lève-toi. » Elle eut beau essayer de se réveiller, elle n'y parvint pas. Et l'aube approchait. Alors Mariouchka éclata en sanglots. « Mon bien-aimé, Phinis de fier faucon, réveille-toi, lève-toi, regarde ta Mariouchka, serre-la contre ton cœur. » C'est alors qu'une de ses larmes roula sur l'épaule de Phinis de fier faucon. Soudain, le jeune homme tressaillit, ouvrit les yeux et regarda tout autour de lui. Voyant Mariouchka, il la serra contre son cœur en s'exclamant « C'est bien toi, Mariouchka. Ainsi tu as eu ces 3 paires de sabots, pris ces 3 bâtons, déchiré 3 bonnets, tous durs comme fer, et tu m'as retrouvé. Vite, rentrons chez nous. » Ils allaient fuir quand la tsarine magicienne les surprit. Elle donne alors que retentissent tous les tambours du royaume afin que nul n'ignore la trahison de son époux. Les princes et les marchands du pays entier se réunirent et tinrent un conseil pour décider du sort de Phinis de fier faucon. C'est alors que ce dernier lança pour sa défense. « Quelle est selon vous la meilleure épouse? Celle dont l'amour est plus solide que le fer, ou celle qui échange son mari contre un peu d'or et d'argent ?» Tous furent d'accord pour dire que la meilleure épouse était la première, celle dont l'amour était plus solide que le fer, et ils laissèrent Mariouchka et Phinis de fier faucon entrer dans leur royaume. Là, Phinis de fier faucon et Mariouchka organisèrent un grand festin. Les trompettes sonnèrent, les canons tirèrent, et la fête fut si belle qu'on s'en souvient encore. Voilà donc pour ce premier conte. Alors maintenant que je vous l'ai lu, je vais vous donner l'origine de ce conte. Donc Phinis de fier faucon, c'est un conte recueilli dans la province de Vologda. Phinis est la déformation de Phénix, l'oiseau renaissant éternellement de ses cendres. Le mariage d'une jeune femme avec un être zoomorphique,
la découverte du secret par les proches et leur acharnement contre le fiancé merveilleux est un sujet universel. Alors plus proche de nous dans cette idée du fiancé ou de la fiancée qui se transforme en animal, on a eu des films comme La Féline par exemple, ou Lady Bird, la femme de la nuit avec Matthew Broderick et Rutger Hauer, un film qui avait eu un assez grand succès dans les années 80, où donc c'est toujours cette idée de transformation de l'être aimé. Alors dans Lady Bird, ils avaient un peu compliqué la chose puisque le chevalier était homme la journée et je crois que c'était un loup la nuit, et la femme était un oiseau la journée et une femme la nuit, donc ils avaient absolument aucune chance de se retrouver. C'était un film film de conte heroic fantasy assez sympathique, je vous le conseille, c'est assez sympa, un petit film rétro, toujours sur le thème des années 80. Alors on va passer au deuxième conte. Je pense pas que je vais aller plus loin qu'un deuxième conte parce que c'est plus compliqué de lire comme ça que ce que j'avais cru aussi longtemps. Donc on verra à la fin du deuxième, mais je préfère vous en lire pas beaucoup plutôt que de vous en lire beaucoup pas très très bien. Donc on va lire ce conte et ensuite on regardera son origine. Donc, Ivan Tsarevitch et le loup gris. Il était une fois le tsar Berendei, qui avait 3 fils. Le plus jeune s'appelait Ivan. Le tsar avait un jardin magnifique, et dans ce jardin, un pommier sur lequel poussaient des pommes d'or. Or, depuis un certain temps, quelqu'un pénétrait dans le jardin et y dérobait les pommes d'or. Le tsar avait bien du chagrin. Il décida de poster des gardes dans le jardin, mais aucun ne parvint à surprendre le voleur. Le tsar cessa de manger et de boire tant il était malheureux. Ses fils le consolèrent. « Bien cher père, ne sois pas si triste, nous monterons nous-mêmes la garde dans le jardin. » Le plus âgé des fils ajouta « Aujourd'hui, c'est mon tour de protéger le jardin contre le voleur. » Et le fils partit. Il eut beau arpenter le jardin toute la soirée, il ne surprit personne. Tombant de sommeil, il s'allongea sur l'herbe douce et s'endormit. Il dormit toute la nuit et ne put voir celui qui venait dérober les pommes d'or. Au matin, le tsar lui demanda « Eh bien, dis-moi vite, as-tu surpris le voleur ?» Le fils aîné préféra mentir et déclara « Non, cher père, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, pourtant je n'ai vu personne. » La nuit suivante, le fils cadet partit monter la garde. Lui aussi s'endormit et au matin déclara comme son frère qu'il n'avait pas vu le voleur. Ce fut alors au tour du plus jeune, Ivan Tsarevitch, d'aller monter la garde. Il ne voulait pas même s'asseoir, encore moins se reposer. Quand le sommeil le gagnait, il frottait son visage avec la rosée et le sommeil disparaissait. La moitié de la nuit s'était écoulée quand il eut soudain l'impression qu'il y avait de la lumière dans le jardin, de plus en plus de lumière. Bientôt, le jardin fut tout à fait éclairé. C'est alors qu'il vit l'oiseau de feu posé sur le pommier, en train de manger des pommes d'or. Ivan Tsarevitch s'approcha doucement du pommier et saisit l'oiseau par la queue. L'oiseau de feu sursauta et prit son envol, ne laissant à Ivan Tsarevitch qu'une plume de sa queue entre les doigts. Au matin, Ivan Tsarevitch alla voir son père. « Eh bien, mon cher Ivan, as-tu surpris le voleur ?»« Bien, cher père, je n'ai pas réussi à l'attraper, mais j'ai pu voir qui te cause tant de soucis. »« C'est l'oiseau de feu, père. Voici tout ce que j'ai pu te rapporter, dit Ivan en tendant la plume à son père. Le tsar prit la plume et, oubliant son chagrin, se remit à boire et à manger. Mais, un beau jour, en regardant la plume, il songea de nouveau à l'oiseau de feu. Il fit alors venir ses fils et leur dit « Mes chers enfants, scellez votre meilleur cheval, parcourez le vaste monde, tous les pays de la terre, et rapportez-moi l'oiseau de feu. » Les fils saluèrent leur père et se mirent chacun en route dans une direction différente. Ivan Tsarevitch chevaucha longtemps. Soudain, au beau milieu de la route, il vit une large pierre sur laquelle était gravé « Celui qui ira tout droit aura froid et faim. Celui qui ira à droite
sera sain et sauf, mais son cheval mourra. Celui qui ira à gauche mourra, mais son cheval sera sain et sauf. Ivan Tsarevitch lut ses inscriptions et choisit de prendre le chemin de droite. Au bout d'un moment, comme il se sentit fatigué, il descendit de cheval, l'attacha et sombra dans le sommeil. Quand Ivan Tsarevitch se réveilla, il vit que sa monture avait disparu. Donc là, l'illustration très riche d'Ivan Tsarevitch devant la pierre qui délimite le début des trois chemins et donc d'un destin propre à chacun d'eux. Il partit à sa recherche, marcha et marcha encore, puis finit par retrouver son cheval. Il n'en restait que la carcasse et des orangers. Ivan Tsarevitch était bien malheureux. Comment allait-il poursuivre son voyage sans cheval? Tant pis, pensa-t-il, continuons. Et il reprit la route à pied. Il marcha et marcha encore. À la fin de la journée, il se sentit bien fatigué. Il s'assit sur l'herbe douce et se laissait aller à la tristesse quand soudain surgit de nulle part un loup gris accourut vers lui. « Et alors, Ivan Tsarevitch, que fais-tu assis à te lamenter la tête basse ?»« Comment ne me lamenterai pas, Oh la vache. Et alors, Ivan Tsarevitch, que fais-tu assis à te lamenter la tête basse? Comment ne me lamenterai pas, loup gris, me voici sans mon fidèle cheval. C'est moi, Ivan Tsarevitch, qui ai mangé ton cheval. À présent, j'ai pitié de toi. Raconte-moi pourquoi tu t'en vas au loin. Quelle est ta route? Mon père m'a envoyé parcourir le vaste monde pour trouver l'oiseau de feu. Ah ça, même en chevauchant 3 années, ton fidèle cheval, tu n'y parviendrais pas. Je suis le seul à savoir où il habite. Eh bien voilà, puisque c'est moi qui ai mangé ton cheval, je vais maintenant être ton fidèle serviteur. Assis-toi sur moi et tiens-toi bien. Ivan Tsarevitch enfourcha le loup gris qui partit au galop. Les forêts bleues défilaient devant ses yeux, les étangs infranchissables disparaissaient comme balayés d'un coup de queue. Au bout d'un certain temps, ils arrivèrent devant une imposante forteresse. Le loup gris dit « Écoute-moi, Ivan Tsarevitch, et souviens-toi bien. Grimpe sur le mur et n'aie pas peur. C'est la bonne heure, tous les gardes dorment. Tu verras dans le terem une petite fenêtre, une cage dorée s'y est posée, et dans cette cage se tient l'oiseau de feu. Prends l'oiseau, serre-le contre toi, mais surtout garde-toi de toucher à la cage. » Alors le terem, c'est la partie supérieure d'une maison dans l'ancienne Russie, le lieu même d'habitation. Ivan Tsarevitch escalada le mur, vit le terem, la cage dorée posée à la fenêtre et l'oiseau de feu à l'intérieur. Il prit l'oiseau, le serra contre lui et se mit à regarder la cage. Son cœur s'enflamma. Oh, quelle belle cage, si dorée, si précieuse, comment ne pas le porter? Et il oublia ce que le loup lui avait recommandé. À peine eut-il effleuré la cage qu'un immense vacarme retentit. Les trompettes se mirent à sonner, les tambours à tambouriner si fort que les gardes se réveillèrent, s'emparèrent d'Ivan Tsarevitch et le menèrent devant le tsar Afron. Le tsar Afron était très en colère et lui demanda « Qui est ton père et d'où viens-tu » ? « Je suis le fils du tsar Berendei, Ivan Tsarevitch. Quelle honte, un fils de tsar qui vole. Et que dire de votre oiseau qui venait piller chaque nuit notre jardin à lui? Tu aurais dû venir me trouver, et si tu me l'avais demandé honnêtement, je t'aurais donné l'oiseau par respect pour ton père, le tsar Berendei, tandis qu'à présent, je vais répandre partout la rumeur de votre malhonnêteté. Allons, va, je te pardonnerai si tu me rends un service. Dans le royaume du tsar Kouzman, il y a un cheval à la crinière d'or. Rapporte-le-moi, et en échange, je te donnerai l'oiseau de feu et la cage dorée. » Ivan Tsarevitch était bien abattu quand il alla retrouver le loup gris. « Je t'avais pourtant dit de ne pas toucher à la cage. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?» lui lança le loup gris. « Pardon, loup gris, je te demande pardon. »« Bon, je te pardonne. Allez, assieds-toi sur moi. Quand on a commencé quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. » Le loup gris partit de nouveau au galop avec Ivan Tsarevitch sur le dos. Au bout d'un certain temps, ils arrivèrent devant la forteresse où se trouvait le cheval à la crinière d'or. « Grimpe sur le mur, Ivan Tsarevitch, les gardes dorment. Va dans l'écurie,
Emmène le cheval, mais prends bien garde de ne pas toucher à la bride. Ivan Tsarevitch s'introduit dans la forteresse où tous les gardes étaient endormis et s'empara du cheval à la crinière d'or. Mais quand il vit la bride, en or tout incrustée de pierres précieuses, la seule que puisse porter ce cheval, il ne put résister. À peine Ivan Tsarevitch avait-il effleuré la bride qu'un immense vacarme retentit. Les trompettes se mirent à sonner, les tambours à tambouriner si fort que les gardes se réveillèrent, s'emparèrent d'Ivan Tsarevitch et le menèrent devant le tsar Kouzman. « Qui est ton père et d'où viens-tu » ?»« Je suis Ivan Tsarevitch. »« Eh bien, qu'est-ce qui te prend de faire de telles bêtises, voler des chevaux? Même un simple paysan ne le ferait pas. Allons, va, je te pardonnerai, Ivan Tsarevitch, si tu me rends un service. Le tsar Dalmat a pour fille Helena la très belle. Enlève-la, amène-la moi, et en échange, je t'offrirai le cheval à la crinière d'or, ainsi que sa bride. » Ivan Tsarevitch était encore plus accablé quand il se retourna vers le loup gris. « Je t'avais dit, Ivan Tsarevitch, de ne pas toucher à la bride. Tu n'as pas écouté mon conseil. »« Pardon, loup gris, je te demande pardon. »« Bon, je te pardonne. Allez, assieds-toi sur mon dos. » Et le loup gris repartit au galop. Ils arrivèrent bientôt au château du tsar Dalmat et virent le jardin où Helena la très belle avait l'habitude de se promener en compagnie de ses mamouchkas et de ses gnagnas. Alors ça, mamouchka et gnagnas, c'est la désignation des suivantes et des nourrices de la jeune princesse. « Cette fois, c'est moi qui vais y aller, » dit le loup. « Prends le chemin du retour, je te rattraperai bientôt. » Et Ivan Tsarevitch de faire demi-tour, tandis que le loup gris bondissait de l'autre côté du mur. Une fois dans le jardin, il se cacha derrière un buisson et vit Helena la très belle et ses suivantes sortir. Dès que la tsarine fut un peu en retrait, le loup gris s'empara d'elle, la mit en travers de son dos et s'enfuit. Le loup gris attrapa Ivan Tsarevitch qui fut très heureux de voir Helena la très belle. Mais le loup gris ordonna: « Hâte-toi de grimper sur mon dos, je crains qu'on ne nous poursuive. » Le loup bondissait avec Helena la très belle et Ivan Tsarevitch. Les forêts bleues défilaient devant leurs yeux, les étangs disparaissaient comme balayés d'un coup de queue. Ils arrivèrent enfin chez le tsar Kouzman. « Eh bien, Ivan Tsarevitch, tu te tais. Serais-tu triste ?» demanda le loup gris à Ivan. « Et comment ne serais-je pas malheureux, loup gris, à l'idée de quitter Helena la très belle et de l'échanger contre un cheval ?» Le loup gris répondit: « Vous ne serez pas séparés. Écoute-moi bien et fie-toi à moi. Cachons ta bien-aimée dans un lieu sûr pendant que moi, je me transformerai en Helena la très belle. » Ils cachèrent la jeune fille dans une petite cabane dans la forêt. Le loup gris fit une pirouette et se transforma trait pour trait en Helena la très belle. Ivan Tsarevitch le mena auprès du tsar Katsoum, qui fut très heureux et le remercia. « Merci à toi, Ivan Tsarevitch, de m'avoir trouvé une fiancée. Reçois en cadeau le cheval à la crinière d'or ainsi que sa bride. » Aussitôt, Ivan Tsarevitch enfourcha le cheval et partit chercher la véritable Helena la très belle. Il s'assit sur le cheval et tous deux se mirent en route. De son côté, le tsar Kouzman avait organisé une noce magnifique. Il festoya tout le jour jusqu'au soir. Et lorsque vint l'heure du coucher, il conduisit Helena la très belle dans sa chambre. Mais quand il fut couché à côté d'elle, que vit-il? Une gueule de loup à la place de sa jeune époule. Le tsar effrayé roula hors du lit. Le loup gris lui avait déjà pris la fuite et rejoint Ivan Tsarevitch, bien-aimé. En chemin, il demanda au Tsarevitch: « À quoi songes-tu, Ivan Tsarevitch ?»« Hélas, loup gris, j'ai de la peine à l'idée de me séparer de ce merveilleux cheval à la crinière d'or et de l'échanger contre l'oiseau de feu. »« Non, ne sois pas triste, je vais t'aider. » Ils arrivèrent près du château du tsar Afron. Le loup dit: « Cache le cheval et Helena la très belle, tandis que moi, je me changerai en cheval à la crinière d'or. » Ivan Tsarevitch cacha Helena la très belle et le cheval dans la forêt. Le loup gris fit une pirouette et se transforma trait pour trait en cheval à la crinière d'or. Ivan Tsarevitch le conduisit devant le tsar Afron. Celui-ci fut très heureux et lui donna en échange l'oiseau de feu et sa cage dorée. Ivan Tsarevitch retourna à pied dans la forêt, fit asseoir Helena la très belle sur le véritable cheval à la crinière d'or, saisit la cage dorée avec l'oiseau de feu et prit le chemin du retour. Pendant ce temps, le tsar Afron avait ordonné qu'on fasse venir le cheval qui lui avait été offert.
Mais dès qu'il voulut monter en selle, que vit-il à la place? Un loup gris. Le tsar fut si effrayé qu'il tomba à la renverse. Le loup gris avait déjà pris la fuite et rejoint Ivan Tsarevitch. À présent, au revoir, je dois m'arrêter ici, dit-il au prince. Ivan Tsarevitch descendit de selle et s'inclina 3 fois jusqu'à terre, remerciant le loup gris avec respect. Ce dernier dit: Ne me dis pas adieu pour toujours, tu auras encore besoin de moi. Ivan Tsarevitch songea: Comment aurais-je encore besoin de lui? Tous mes souhaits sont exaucés. Il monta sur son cheval à la crinière dorée et reprit la route avec Helena la très belle et l'oiseau de feu. Quand ils furent fatigués, ils s'arrêtèrent pour manger un peu de pain qui leur restait, burent l'eau d'une source pure et s'allongèrent pour se reposer. À peine s'étaient-ils endormis que les 2 frères d'Ivan Tsarevitch arrivèrent. Eux qui rentraient chez leur père les mains vides firent qu'Ivan Tsarevitch avait tout trouvé. Tuons notre frère et gardons pour nous l'oiseau de feu, la princesse et le cheval, décidèrent-ils. Et ils tuèrent Ivan Tsarevitch. Puis ils montèrent sur le cheval à la crinière d'or, prirent l'oiseau de feu, installèrent Enella la très belle sur un autre cheval, tout en la menaçant de mort si elle racontait quoi que ce fût au palais. Ivan Tsarevitch gisait à terre. Déjà, les corbeaux tournoyaient au-dessus de lui. Soudain, surgit on ne sait d'où le loup gris, accourut et attrapa un corbeau et son petit. Vole, corbeau, vole chercher l'eau de vie et l'eau de mort. Si tu les apportes, je relâcherai ton petit. Le corbeau, qui n'avait pas le choix, s'élança à tire-d'aile, tandis que le loup retenait son petit. Il vola et vola encore et rapporta enfin l'eau de vie et l'eau de mort. Le loup gris aspergea les blessures d'Ivan de mort, et les blessures se refermèrent. Il aspergea Ivan d'eau de vie, et le Tsarevitch revint à lui. Ah, comme j'ai bien dormi! Tu as dormi profondément, dit le loup gris, et si je n'avais pas été là, tu ne te serais jamais réveillé. Tes propres frères t'ont tué et ont gardé l'oiseau de feu, la princesse et le cheval pour eux. Grimpe vite sur mon dos. Ils s'élancèrent à la poursuite des 2 frères. Le loup gris les mit en pièces et dispersa leurs morceaux à travers champs. Cette fois, Ivan Tsarevitch fit vraiment ses adieux au loup gris, après l'avoir remercié avec respect. Puis, il rentra chez lui, sur le cheval à la crinière d'or, fit présent à son père de l'oiseau de feu, et garda pour lui sa fiancée, Helena la très belle, et le merveilleux coursier. Le tsar Berendei fut très heureux, et interrogea son fils. Ivan Tsarevitch raconta comment le loup gris l'avait aidé, comment ses frères l'avaient tué, et comment ils avaient été à leur tour mis en pièces. Le tsar Berendei eut du chagrin, mais se consola rapidement. Quant à Ivan Tsarevitch, il épousa Helena la très belle, et leur vie fut longue et heureuse. Voilà, donc on va regarder l'origine de ce conte. Donc, Ivan Tsarevitch et le loup gris, conte connu en Europe, dans le Caucase, etc. La version dont nous proposons une traduction est une réédition d'Afanassiev, publiée dans le recueil Les Promenades du Grand-Père, Moscou 1819. Le texte remonte à une édition populaire du XVIIIe siècle, littérature de colportage. Il existe en Russie plusieurs rédactions de ce conte, dont une du poète Joukovski, datant de 1845. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, parce que j'ai un peu plus buté sur celui-ci, et je pense que si je vous en fais un 3e, ça va être un carnage. Donc ça vous explique pourquoi aussi l'entreprise de la lecture complète du Petit Prince, pour le moins, me fait un peu peur. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Alors j'espère donc que ces contes de Russie vous ont plu. Je trouve que c'est intéressant de découvrir un peu la pensée d'un peuple à travers les contes qu'ils lisent à leurs enfants depuis des siècles. Je trouve que ça en dit long. Après, chacun y trouvera ses enseignements par rapport à l'histoire pour lui-même et par rapport à ce que ça dit aussi sur l'âme slave, l'âme russe. Mais je trouve que c'était très intéressant de lire ça et
de voir que il n'y a pas que des clichés sur les Russes, sur tout ce qu'on peut lire, entendre, que chaque pays a ses parts de magie, de mystère, d'ombre aussi hélas, et qu'il faut creuser un peu plus. Voilà, pas comme on nous les présentait quand j'étais gamin, gentils américains et méchants russes. Voilà, comme les Américains aussi se présentaient, gentils américains et méchants indiens. Oh, dans leur littérature, dans leurs films, ça aussi c'était assez intéressant, tout ce mythe qui s'est fait, notamment grâce à Hollywood sur les Américains. Je vous conseille un très très grand film d'ailleurs qui vient de ressortir en Blu-ray à propos de ça, qui est Les Portes du Paradis de Michael Cimino. Un film qui s'est pris une volée dans les critiques et au box-office puisqu'il égratignait sérieusement le mythe fondateur parfait de l'Ouest américain, mais qui en dit pas mal sur comment ça s'est fondé tout ça. Je pense d'ailleurs que Gangs of New York en est un prolongement, une émanation. Mais je dévie. Je dévie sur le sujet des contes de Russie. Donc restons pour terminer donc avec ce beau livre et ces beaux contes. Donc je vous conseille édition Actes Sud Junior. Alors si ces contes vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire. On pourra en lire d'autres, ma foi, s'il y a beaucoup de demandes. Donc là, à vos claviers. Voilà. N'hésitez pas donc, comme je vous disais en début de vidéo, à entrer en contact avec moi, hein, que ce soit par les petits commentaires sur les vidéos ou par les messages privés. C'est vraiment important pour moi de vous sentir derrière, même si je vous sens grâce aux vues et aux abonnements qui, je le répète, me laissent complètement... Waouh, je reprends mon mot, mais 500 abonnés presque, 8000 vidéos pour une vue, 8000 vues pardon pour une vidéo. J'en inverse, c'est l'émotion. Voilà, c'est un grand merci à vous. Parce que je pensais pas du tout que ça prendrait cette ampleur, donc voilà, n'hésitez pas vraiment, je tâcherai de vous répondre et je m'excuse si mes réponses sont pas au niveau de vos attentes, je fais de mon mieux. Voilà, donc eh bien j'espère que cette vidéo vous aura procuré quelques ASMR. Si c'est pas le cas, j'espère qu'elle vous aura au moins détendu, relaxé, soit pour que vous arriviez à trouver le sommeil, soit pour que vous puissiez affronter plus sereinement les petits tracas et les gros hélas que la vie ne manque pas de nous envoyer, ou tout simplement apprécier plus sereinement aussi les petits et les grands moments de plaisir, de bonheur avec nos proches, ou même simplement seuls, que la vie ne manque pas, et heureusement aussi, de nous accorder, voilà, de nous envoyer. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, selon le moment où vous avez visionné cette vidéo. Merci pour votre écoute.